Ok, salut à tous, salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais pas parler trop fort parce que il est tard, mais bon, on peut en parler comme ça. Je reviens vers vous parce que je veux vraiment me lancer dans les vidéos, etc. Et comme j'en ai déjà parlé, le problème c'est que je trouve pas forcément tout le temps des choses à dire. J'ai essayé d'être dans la première partie de mon YouTube le plus rationnel possible, analyser des phénomènes de manière rationnelle, comment ce que se passe, comment ça se passe, quels sont les éléments cohérents, etc., etc. Et j'ai pas envie de partager uniquement ça. J'ai envie de partager les émotions, le ressenti, car toutes ces choses-là font partie de ce qui m'amène à penser telle ou telle chose. Je regardais sur Thinkerview la dernière interview de François Ruffin qui était sortie parce que les idées politiques ça m'intéresse. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique d'un point de vue beaucoup moins analytique au sens indicateur du terme, c'est-à-dire il s'intéresse un peu à ce que les gens ressentent, ce que les gens disent, et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à ces problèmes-là, sans réfléchir dans le prisme classique du augmenter le pouvoir d'achat, où est-ce qu'on trouve l'argent, etc. D'un point de vue politique, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que la solution elle se trouve ici. Pour reprendre du coup les indicateurs qu'il donne, lui, il dit qu'à partir d'un certain PIB, l'augmentation du PIB n'augmente pas le bonheur des habitants qui y vivent. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier point qui est vrai. Mais dans tous les cas, hors ce point-là, on peut juste penser au fait que l'écologie peut-être prime même avant le bonheur des gens. Pas forcément, ce sont des points de vue qui sont défendables. Toutes ces idées politiques que l'on a qui ne sont pas représentées en haut de la sphère, en fait, ça me fait penser... En fait, je me pose la question, à quel point est-ce qu'il y a des forces extérieures qui viennent censurer ceux qui pensent comme ça. Parce que finalement, c'est vrai que dans la sphère politique, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. Même Mélenchon, au final, il est beaucoup plus sur des chiffres, beaucoup moins sur des idées que François Ruffin. J'ai été étonné d'apprécier un peu ce qu'il disait. C'est vrai qu'on peut lui reconnaître une qualité, à savoir le fait qu'il accepte de ne pas connaître tous les sujets. Et je pense que c'est une très bonne qualité aujourd'hui, surtout quand on a un président comme Macron, qui ne reconnaît pas ses torts, et surtout qui ne veut surtout pas affaiblir l'image que l'on a de lui, qui sait tout, qui a une solution pour tout, qui est insupportable en fait. Ce que je veux, c'est des gens honnêtes, des gens cohérents, des gens qui reconnaissent leurs torts, ou surtout qui reconnaissent leurs limites. C'est-à-dire que quand on reconnaît une limite, on ne reconnaît même pas forcément qu'on a fait une erreur, mais on reconnaît les possibilités qu'il y ait des erreurs. Et d'où viennent-elles ? Ça m'amène à parler sur un sujet qui m'importe beaucoup aujourd'hui, à savoir la méthode que je qualifierais d'épistémologique, même si certains diront que je ne fais pas d'épistémologie, mais je m'en fiche. Cette méthode, c'est la méthode scientifique. Je m'intéresse à la méthode scientifique vis-à-vis donc, de la publication, de la recherche scientifique, à savoir comment est-ce qu'on prouve ce qu'on veut prouver. Comme vous le savez sûrement, dans la recherche scientifique, on a des indicateurs qui nous permettent de dire que si ce qu'on dit ou pas a du sens. On l'exprime de manière probabiliste pour que finalement on ne se trompe jamais. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a 5% de chances qu'on se trompe, si on se trompe, alors ça fera partie des 5% et finalement ça nous va très bien. Cette manière de calculer les choses, elle est intéressante, elle est bien parce qu'elle est sourcée. On sait quel est le calcul qui explique le résultat que l'on obtient, et il suffit de vérifier, on va dire, la méthode de recueillement des différentes données. Ensuite, si on refait le calcul et qu'on tombe sur le même résultat, on saura bien que le système est cohérent. C'est quelque chose qu'on applique finalement assez peu à notre vie en général. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase comme quoi les stats on les fait parler. Et finalement c'est assez vrai parce qu'il y a
énormément de calculs à faire sur des stats. Je vous donnerai juste un exemple que j'ai vu récemment, savoir par rapport au fitting de courbes représentatives d'un ensemble de points, pour développer des modèles statistiques. Eh bien, on peut choisir ou pas d'intégrer de nouveaux paramètres qui vont augmenter la précision de la courbe. Et en fait, ces paramètres-là, il faut les expliquer, il faut les justifier, il faut les calculer, etc. Et ces choses-là, c'est des choses qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Pour vous reprendre le monde scientifique, au niveau de la recherche, aujourd'hui, l'indicateur qui est le plus utilisé, c'est probablement la p-value, qui nous montre qu'un résultat n'est pas dû au hasard, et probablement d'ailleurs pas dû au hasard, mais qui ne nous renseigne pas forcément sur la taille de l'effet. C'est arbitraire comme choix. On aurait pu choisir n'importe quoi d'autre. Et d'ailleurs, ça provoque une des limites de la méthode scientifique, c'est cette obsession pour le biais de la méthode scientifique, à savoir que tout ce qui n'est pas dit de la méthode scientifique est moins sérieux. Mais les justifications que l'on peut apporter au choix de nos indicateurs, elles sont diverses. Et on sort du biais de notre confirmation par la méthode scientifique qui, elle, produit justement des fausses connaissances. Cette rigueur à part entière, c'est aussi celle qui explique ce pourquoi les gens ne voient que par le prisme de l'économie et de la géopolitique. La géopolitique, j'entends la géopolitique vue classiquement, non philosophique, on va dire, qui explique donc les phénomènes qui arrivent sur Terre. Mais c'est un choix qui est relativement arbitraire au début et qui permet donc de sourcer nos données plus précisément, mais qui n'est pas forcément plus relatif, enfin qui n'est pas plus représentatif de la réalité. C'est juste un outil de précision. Et beaucoup de gens se sont enfermés en vrai dans ces outils. L'économie, c'est le plus parlant pour moi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous parle toujours de compétitivité, on nous parle de gagner du pouvoir d'achat. Et finalement, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt? Pas vraiment. Les gens, est-ce qu'ils veulent vraiment gagner du pouvoir d'achat? Peut-être qu'ils veulent juste avoir de la qualité d'achat. Comment est-ce qu'on calcule la qualité d'achat? Je vais vous prendre un exemple que j'avais entendu qui me parlait, que je trouvais intéressant. C'était à savoir pour le PIB. Je crois que c'était pour le PIB, mais c'est que si quelqu'un faisait contre rémunération un service et que pour X raison on se marie avec cette personne et que cette personne continue à faire ce service pour nous, et du coup nous quelque part on arrête de lui verser un salaire parce que dans ce cas-là, eh bien c'est notre mari ou femme, il fait perdre du PIB à la France. Donc c'est complètement stupide parce que réellement ce qui compte finalement dans le prisme de ces gens-là, c'est la production. Sauf que la production n'est pas diminuée, elle est exactement pareille. Finalement, moi je pense que ce qui est triste dans tout ça, c'est que l'évaluation de la production par les indicateurs que l'on a développés pour la décrire est celle qui fonctionne le moins, car le modèle que l'on a créé surreprésente les données. Et peut-être qu'il existe des composantes qui sont bien plus importantes que l'on a totalement omises dès le début. On est parti dans notre idée sans regarder en arrière. Voilà. Moi je pense que par exemple, si les gens sont heureux, ils produisent plein de choses qui ont de la valeur sans pour autant gagner un salaire. Typiquement, je pense que les gens qui sont sereins, qui ont une vie apaisée, vont avoir envie davantage en tout cas de produire des légumes, d'avoir des animaux, et souffriront moins du stress, de la famine, seront moins dépendants de l'électricité, etc. Et ces gens-là, finalement, réduisent les coûts financiers, écologiques, etc. De la France. Et j'aimerais qu'on tende petit à petit vers cette chose-là. Pour comprendre mieux la politique et les enjeux qui sont derrière tout ça, j'aimerais me lancer dans le métier de journaliste, quelque part. Mais bon, évidemment, ce n'est pas facile. Voilà, il faut trouver des gens pertinents.
c'était ma petite pensée de la journée. J'avais besoin de la sortir avant d'aller dormir. Donc je vous souhaite quand même à tous une bonne nuit et à la prochaine.